Notre voyage aérien en France débutera dans la ville de La Rochelle, dont le port faisait au Moyen-Âge l'objet de convoitises. Puis nous traverserons la baie jusqu'à la plus grande des îles françaises de la côte atlantique, l'île d'Oléron. Nous survolerons les parcs à huîtres de la Charente-Maritime et ferons escale dans la ville balnéaire de Royan. Nous longerons ensuite l'estuaire de la Gironde, en direction du prestigieux vignoble du Bordelais et de grands noms comme le château Margaux. À Bordeaux, la capitale du vin, nous reprendrons la route de la côte. Nous terminerons notre voyage par la dune du Pilat, une immense montagne de sable qui s'enfonce inexorablement dans les terres. Au fil des siècles, le port de La Rochelle a gagné la réputation de ville rebelle, notamment pour avoir longtemps perpétué une forte tradition protestante dans une France à dominante catholique. Pendant l'occupation nazie, une flotte de sous-marins allemands en fait son port d'attache. Cette zone, qui comprend aussi l'île de Ré, a été surnommée la poche de La Rochelle. Malgré l'arrivée des Alliés, les nazis ne capitulent ici qu'en mai 1945, à la veille de l'armistice. La ville subira très peu de destruction. La Rochelle ne se trouve pas à l'embouchure d'un fleuve, mais sa situation privilégiée sur l'Atlantique lui permet de devenir un port de commerce important dès le XIIe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elle prospère grâce aux échanges avec le Nouveau Monde et au développement du commerce négrier. Aujourd'hui, son port de plaisance est l'un des plus grands d'Europe. Pendant la Réforme, La Rochelle devient le bastion du protestantisme. Elle est en perpétuel conflit avec les catholiques. Les tensions atteignent leur paroxysme en 1552, quand deux calvinistes accusés d'hérésie ont la langue coupée et sont brûlés vifs en guise d'exemple. La tour de la Lanterne reste un symbole de ce sombre chapitre de l'histoire de la ville. En 1568, le maire protestant monte la population contre les catholiques. 13 prêtres sont emprisonnés, puis jetés du haut des remparts. À l'entrée du Vieux-Port, ces deux tours évoquent l'ascension de la ville en tant que port commercial au XIIIe siècle. C'est à cette époque qu'un riche armateur, Alexandre Offredi, envoie 7 navires vers l'Afrique. Il attend longtemps le retour de ses bateaux, en vain, et doit se résoudre à mendier à la porte des églises. Sept ans plus tard, comme par enchantement, ces navires rentrent d'Afrique chargés d'ivoire et d'épices. L'armateur, redevenu riche, consacrera le reste de sa vie à aider les gens dans le besoin. Et il contribuera à faire de La Rochelle un grand port de commerce. Depuis peu, le tourisme est aussi devenu une industrie clé. Beaucoup de résidences de vacances se sont construites autour de la vieille ville. La Rochelle est bien desservie et c'est aujourd'hui l'une des destinations les plus visitées de la côte atlantique. Elle séduit par son centre historique animé, ses restaurants de fruits de mer et ses nombreuses activités nautiques, comme naviguer dans le détroit protégé du Pertuis d'Antioche. La Rochelle est aussi le point de départ pour se rendre sur l'île de Ré. Un pont de 3 km relie l'île au continent depuis 1988.
L'île de Ré compte 18 000 habitants à l'année, répartis entre 10 communes. L'été, la population est estimée à 150 000 personnes. Mais malgré sa popularité, l'ambiance reste bon enfant. Le vélo et la pêche sont parmi les activités préférées des vacanciers. Les villages blancs, les plages de sable fin et les réserves naturelles contribuent au charme de l'île. Les années de conflit entre les Français et les Anglais y ont laissé des traces, comme ailleurs sur la côte atlantique. Le fort de La Prée a été construit au XVIIe siècle par les Français, qui venaient de reprendre le contrôle de la région. Retour sur le continent et direction le sud de la Charente-Maritime par la côte. Des constructions sur pilotis dotées d'immenses filets suspendus à un mât bordent le littoral. Ce sont des carlets. Jusqu'au XIXe siècle, la pêche au carlet était la méthode traditionnelle en Charente-Maritime. La violente tempête de 1999 les a presque tous détruits. Beaucoup ont été reconstruits, mais aujourd'hui, ils servent surtout à la pêche de loisirs. La ville de Fouras se dresse sur cette portion de côte. Avant de devenir l'une des premières stations balnéaires françaises dès 1850, c'était un centre de garnison stratégique. Le château d'origine, qui daterait du XIe siècle, est transformé en fort moderne au XVIIe. Il est ensuite intégré à la ceinture de feu de Napoléon Ier, conçue pour protéger la France d'une attaque britannique. Visible du port à l'embouchure de la Charente, voici l'île d'Aix. Dès le XIe siècle, une communauté monastique s'y installe. Avec la création de l'arsenal de Rochefort en 1666, l'île est fortifiée et devient la pièce maîtresse du système défensif. Ses remparts sont renforcés sous le Premier Empire. En juillet 1815, Napoléon s'y retire après la défaite de Waterloo. Il vient d'abdiquer et compte alors rejoindre les États-Unis. Le 15 juillet, il renonce à son projet et se rend aux Anglais, qui l'exilent à Sainte-Hélène. Tout près de l'île d'Aix se dresse un bâtiment étonnant, Fort Boyard. Lorsque le projet initial est présenté au roi à la fin du XVIIe siècle, l'architecte Vauban le met en garde par cette phrase devenue célèbre « Sire, il serait plus simple de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. » Napoléon reprend le projet en 1801, puis Louis-Philippe, et après de multiples aléas, le fort est finalement achevé en 1857. Il se situe à équidistance des îles d'Aix et d'Oléron, la plus grande île française de la côte atlantique. C'est le paradis des amateurs de fruits de mer. C'est ici que les huîtres du bassin de Marennes sont cultivées avant d'être exportées dans le monde entier. L'abondance d'oranges, de figues et d'eucalyptus lui a valu d'être surnommée l'île aux parfums. Elle aussi possède un riche passé militaire, comme en témoigne cette citadelle construite au XVIIe siècle pour défendre l'embouchure de la Charente. L'île entre dans l'histoire dès la fin du XIIe siècle, avec la signature des Rôles d'Oléron, un ensemble de lois maritimes applicables à toute l'Europe, de la Méditerranée à la mer Baltique. Pêcher ou cultiver des huîtres sur la côte ouest de l'île, la plus sauvage, peut s'avérer mouvementé. Les pêcheurs utilisent ce qu'on appelle des écluses. Ce sont des pièges à poissons fixes constitués d'un mur de 500 mètres de long en forme de fer à cheval. Ces écluses emprisonnent les poissons qui s'échouent sur la plage à marée basse. Entre la côte sud de l'île d'Oléron et le continent se dresse Fort Louvois, appelé ici Fort du Chaput, également construit sous le règne de Louis XIV. Conçu comme un château médiéval avec un pont-levis et des douves,
Son architecture atypique est parfaite pour surveiller les navires qui pénètrent dans l'intérieur des terres par le fleuve. Aujourd'hui, les 5 étages du donjon transformés en phare sont ouverts au public, à condition de traverser avant d'être surpris par la marée montante. En 2010, la tempête Xynthia a emporté le pont-levis et provoqué des dégâts considérables. La Seudre se jette dans cet estuaire. Les eaux saumâtres de ce fleuve bordé de marais salants en font un habitat idéal pour les huîtres sauvages. Très appréciée des Français depuis des siècles, cette denrée de choix a fait l'objet d'une pêche intensive qui a failli provoquer l'extinction de l'espèce. Des ostréiculteurs sont parvenus à éviter la catastrophe en exploitant des marais baignés par les eaux de l'estuaire très riches en nutriments. La tradition des huîtres pendant les fêtes de fin d'année a favorisé le développement de ces parcs le long du littoral atlantique. Dans le reste de l'Europe, on considère les huîtres françaises comme un mets de luxe. Un peu à l'écart de la côte se trouve la commune d'Hyères-Brouage. Son port s'est développé au XIVe siècle avec une vocation purement commerciale, permettre l'exportation du sel extrait des marais alentours, notamment vers l'Europe du Nord. Au XVIe siècle, lors des guerres de religion, le port occupe une place de première importance avant d'être détrôné par la cité de Rochefort un siècle plus tard. À 25 km de là, voici Royan. Le centre-ville de cette station balnéaire a été détruit par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, des immeubles modernes jouxtent des villas colorées. La ville se situe sur l'estuaire de la Gironde, le plus vaste d'Europe occidentale. C'est depuis toujours une voie commerciale importante. Ses eaux sont réputées pour être très poissonneuses. L'estuaire s'étend sur 600 km², à la confluence de la Garonne et de la Dordogne. En continuant le long des rives de l'estuaire, les paysages changent du tout au tout. Certains des meilleurs vins français sont issus de ces vignes qui poussent sur un sol marécageux. Perdus au milieu des champs se dressent les vestiges de l'abbaye de Saint-Pierre de Lille, fondée au XIIe siècle, bien avant que le vin ne fasse la renommée et la fortune de la région. Aujourd'hui, il ne reste plus de l'abbaye qu'un pan de mur, une partie de la salle des gardes et les écuries. Le vignoble du Médoc s'étend sur la rive gauche de l'estuaire. Avant que les Romains n'importent la vigne dans la région, il n'y avait par ici que des marais salants et des forêts de pins. L'industrie du vin prend son essor au XVIe siècle quand Henri IV engage des ingénieurs hollandais pour assécher les marais et créer les conditions idéales au développement de la viticulture. C'est la nature même du sol, un mélange de sable et de petits graviers appelés graves, qui confère au Médoc son goût unique. Une terre qui conserve la chaleur et favorise le développement des racines. Ici, le vin est bien plus qu'une affaire de goût, c'est tout un art. En 1855, les vins de Bordeaux sont officiellement classés à la demande de Napoléon III pour l'exposition universelle. Ce classement concerne des crus issus des terroirs du Médoc et du Sauternais. Il est critiqué aujourd'hui car il a très peu évolué depuis son premier référencement. Le château Lilian-la-Douisse possède un vignoble d'une 40aine d'hectares exploité depuis le XVIe siècle. Son Saint-Estèphe
a bien failli disparaître après la Première Guerre mondiale. Les grands connaisseurs de vin sont capables de déceler les moindres variations dans la composition du sol ou du climat. La délimitation des terroirs est le fruit de longues années d'observation. Au Moyen Âge, des moines bénédictins étudient l'influence de l'environnement sur les caractéristiques du vin. Certains iraient même jusqu'à goûter un peu de terre. Puis, ils identifient des parcelles et les classent en terroirs. Cette connaissance très pointue a fait de cette région viticole l'une des plus prestigieuses au monde. Des châteaux somptueux agrémentent les domaines. Le domaine Château-Latour se trouve sur le terroir de Pauillac. Il doit son nom à cette tour construite ici pendant la guerre de Cent Ans. Ce château, très prisé des aristocrates et bourgeois du XVIIIe siècle, jouit encore d'une excellente réputation. Le château Latour-Laspic tient aussi son nom d'une tourelle, cette fois surplombée d'une statue de la Vierge. Certains vins sont appelés second vins. Censés être de qualité inférieure, ils ont la particularité d'être souvent aussi bien notés que les grands crus du domaine. Le château Margaux est l'un des 4 premiers crus classés en 1855. Mais le domaine était déjà réputé au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, la renommée des vins de Bordeaux s'étend bien au-delà des frontières. Le Premier ministre britannique, Robert Walpole, puis le président américain Thomas Jefferson, contribuent à leur notoriété en louant le goût unique des grands crus. Au milieu de l'estuaire de la Gironde, voici l'île de Patiras. Au XIXe siècle, elle sert de quarantaine aux bateaux étrangers venus accoster dans les différents ports de la région. C'est alors une île prospère et peuplée. Aujourd'hui, il ne reste que quelques habitants irréductibles. Non loin de là, sur les rives de la Dordogne, se trouve la ville médiévale de Bourg. Œnologues et amateurs se réunissent ici chaque année pendant 2 jours pour participer à un concours international. L'objectif est de sélectionner parmi quelques 5000 vins les meilleurs crus venus des 4 coins du globe. En amont de la rivière, voici Cubzac-les-Ponts. Dès le XIIIe siècle, la région est un carrefour commercial important et de nombreux bateaux font la navette d'une rive à l'autre pour transporter marchands et voyageurs. Jusqu'à la construction d'un premier pont suspendu en 1836. 3 autres ponts sont construits par la suite, dont un par Gustave Eiffel, pour remplacer le premier détruit par une tempête. Au milieu de la Garonne, l'île de la Lande est presque entièrement submergée pendant les grandes marées, ce qui crée ces vastes lagons azur. Des ruines d'habitations sont encore visibles sur l'île, mais il n'y a plus d'habitants en raison des inondations trop fréquentes. Vers l'ouest, toujours sur les rives de l'estuaire, voici Bordeaux,
la plus grande métropole de la région. Connue surtout pour être la capitale du vin, cette ville de 250 000 habitants possède un riche patrimoine culturel. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au Moyen Âge, les Celtes, les Romains, les Francs et les Arabes y laissent une trace de leur passage, ce qui lui confère un caractère unique. En dehors de Paris, Bordeaux est la ville française qui compte le plus de bâtiments protégés. Les façades du centre-ville, créées au XVIIIe siècle, son unité architecturale et la qualité de conservation de ses monuments ont favorisé son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007. À l'ouest de Bordeaux, les riches terres agricoles de l'Aquitaine s'étendent jusqu'à la côte. Le bassin d'Arcachon est une curiosité géologique. La multitude de petites rivières qui se jettent dans ses eaux donne à cette lagune sa couleur d'un bleu profond. Construite de toutes pièces au XIXe siècle, la ville d'hiver d'Arcachon offre une retraite de luxe. Les eaux du bassin, réputées pour leurs vertus curatives, attirent la royauté espagnole et l'aristocratie russe, ainsi que de célèbres artistes et personnalités publiques. Arcachon est toujours réputée pour ses cures. Elle attire de nombreux visiteurs, particulièrement l'été. Le bassin est protégé des vagues de l'Atlantique par le Cap Ferret, situé à l'extrémité d'une presqu'île de 25 km. C'est depuis longtemps le lieu de villégiature des familles bordelaises aisées. Son phare de 57 mètres de haut, détruit pendant la guerre, a été reconstruit en 1947. Autour de la baie, d'autres vestiges de la même période sont encore visibles. Ils font partie du mur de l'Atlantique. Sous la France occupée, des blocos allemands sont érigés de la frontière espagnole à la Norvège, afin d'empêcher une potentielle invasion alliée. Cette stratégie s'avère efficace et dissuade les Alliés d'intervenir dans cette région, où les accès imprévisibles de l'océan et le caractère accidenté du littoral sont peu propices à un débarquement. Au-delà des vestiges du mur de l'Atlantique, s'étend un phénomène géomorphologique remarquable, la dune du Pilat. Cette montagne de sable de 2700 mètres de long et de plus de 100 mètres de hauteur avance inexorablement dans les terres. Elle balaie les habitations, étouffe les forêts et ensevelit les routes. Côté océan, la dune est exposée au vent et sa pente est douce. Côté forêt, sa pente est beaucoup plus prononcée. En 1855, elle ne mesurait que 35 mètres de hauteur. C'est la rareté de la végétation en bordure de l'océan qui favorise son déplacement constant. Chaque année, elle avance d'1 à 5 mètres vers l'est. La dune du Pilat est désormais protégée. Elle a été classée monument naturel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands s'en servaient comme terrain d'entraînement pour former de nouvelles recrues. Aujourd'hui, il est toujours possible d'escalader cette dune, la plus haute d'Europe, et de jouir d'une vue imprenable sur la côte balayée par les vents de l'océan Atlantique.